Où est la frange jaune? William Aspinall, écrivain, romancier et critique colombien né à Herveo, une municipalité du département de Tolima. Où est la frange jaune? Il y a peu de temps, une chère amie nord-américaine m'a avoué son étonnement face à la situation en Colombie. Je ne comprends pas, me dit-il, avec le pays que vous avez, avec le talent de son peuple, pourquoi la Colombie est si accaparée par la crise sociale, pourquoi elle vit une situation aussi dramatique de violence croissante, pourquoi il y a tant d'injustice, tant d'iniquité, tant d'impunité, quelle est la cause de tout cela? Pendant un moment, j'ai commencé à essayer de trouver une réponse, mais tellement de choses se sont précipitées en moi que je ne savais même pas par où commencer. J'ai senti que même si je parlais sans interruption toute la nuit, je ne serais pas en mesure de transmettre pleinement les explications que je me donne continuellement, essayant de comprendre le pays complexe auquel j'appartiens. Par contre, j'ai compris que beaucoup de mes explications n'auraient pas plu à mon ami, ou l'auraient mise en conflit avec sa propre version de la réalité. Il n'est pas rare que nous entendions de bouche généreuse la déploration de ces malheurs et l'étonnement devant notre incapacité à les résoudre. La première question est donc de se demander si la société colombienne vit vraiment une situation exceptionnellement tragique, si cette réalité est si différente de celle du reste des pays, ou du moins des pays du soi-disant tiers-monde. Ma réponse est oui. La Colombie est aujourd'hui le pays avec le taux de criminalité le plus élevé de la planète, et l'insécurité transforme ses rues en no man's land. Elle a la moitié de sa population dans des conditions d'extrême pauvreté, et en même temps elle présente dans sa classe dirigeante des niveaux d'opulence difficiles à exagérer. Il montre l'une des images les plus inquiétantes de l'inefficacité de l'État sur le continent, ainsi que de bons taux de croissance économique. Il montre des niveaux d'imposition élevés et des niveaux de corruption très élevés dans l'administration. Cela montre des conditions étonnantes d'impunité et de paralysie de la justice et en même temps un investissement élevé dans la sécurité, ainsi que des coûts très élevés pour les citoyens dans l'entretien de l'appareil militaire. Il montre les conditions d'impuissance les plus déplorables pour presque tous les citoyens, et pourtant c'est un pays où les plaintes ne sont pas entendues, où la protestation et la mobilisation citoyenne n'existent pratiquement pas, une sorte de désastre prolongé du cinéma muet. Ce dernier est incroyable. La passivité visible de la société colombienne inquiète les visiteurs. Dans les récentes grèves qui ont choqué la France, on a pu voir comment une société qui vit relativement bien sur le plan économique et qui est protégée par un État responsable, sait réagir en bloc à tout ce qui lui fait du mal, ne laisse pas ses droits être piétinés et résiste, les privilèges qu'il a conquis sont sapés. Voir les Français défiler dans les rues, dresser des barricades devant un gouvernement dont ils n'ignorent pas la légitimité, ébranler les institutions, confirme que la France est le pays de la Révolution, que ce pays est respectable parce qu'il a de la fierté et parce qu'il a de la dignité, parce qu'il sait de quoi il est capable quand ses gouvernants oublient qu'ils sont payés par le peuple et qu'ils ne sont que les représentants de sa volonté. Devant cet exemple, cela devient plus incompréhensible qu'une société comme celle de la Colombie, où même les secteurs fabuleusement riches ne peuvent se sentir satisfaits, puisque l'État qu'ils soutiennent ne garantit même plus leur vie, où personne n'est protégé, où l'État ne respecte pas ses devoirs les plus élémentaires et où il se passe chaque jour des choses scandaleuses, est tellement incapable de s'exprimer, d'exiger, d'imposer des changements, de collaborer même par sa pression ou sa colère aux transformations dont nous avons tout besoin. Qu'est-ce qui fait de la Colombie un pays capable de résister à toutes les infamies, incapable de réagir et de faire sentir sa présence, sa grandeur? Beaucoup osent l'hypothèse que cette apparente pauvreté d'esprit et cette faiblesse de caractère sont dues aux caractéristiques biologiques et génétiques de la population, ce serait donc l'expression d'une fatalité inéluctable. D'autres soutiennent la même chose en ce qui concerne les taux de criminalité, ils révéleraient une maladie incurable, et feraient de nous un peuple pauvre sans salut et sans remède. Mais la vérité est que nos taux de violence et notre incompétence politique actuelle sont des faits historiques qui peuvent être expliqués. De plus, il semblerait que les explications soient si évidentes et même si simples qu'il faille de la bêtise ou de la malveillance pour risquer des opinions fatalistes. Aucune personne sensée ne soutiendrait qu'en ayant précipité la mort de 50 millions d'êtres en 5 ans dans des conditions de cruauté et de sévitia scandaleuses, la société européenne révèle une pathologie sinistre et incurable.
Aucune personne sensée ne prétendrait qu'en raison du fait que la société américaine a sacrifié 1 demi-million de personnes en 3 ans de guerre pour empêcher sa propre sécession et a ensuite encouragé la sécession de Panama à devenir le canal interocéanique le plus important du monde, qu'il y a à participer aux guerres du Nicaragua, a largué des bombes atomiques sur des villes japonaises, a envahi le Vietnam, a soutenu les pires dictateurs des Caraïbes et d'Amérique centrale et a bombardé Bagdad, cela signifie que les Nord-Américains souffrent d'une irrémédiable monomanie agressive. Des historiens viendront à notre secours pour nous expliquer les conditions historiques précises qui ont conduit ces sociétés et leurs gouvernements à participer à ces dures réalités. La Colombie vit des moments dramatiques, mais celui qui l'aide le moins est celui qui déclare, par impatience, désespoir ou mauvaise foi, que ces circonstances sont définitives, ou qu'elles obéissent à des causes ingouvernables. Je dirais plutôt que ce que nous vivons est le déchaînement de nombreux problèmes endigués que notre société n'a jamais courageusement et raisonnablement affrontés, et l'histoire ne permet pas aux injustices de disparaître parce que nous ne les résolvons pas. Lorsqu'une société n'est pas capable de réaliser à temps les réformes que l'ordre social exige pour sa continuité, l'histoire les résout à sa manière, parfois au prix fort pour tous. Et la vérité est que la Colombie a trop longtemps ajourné la réflexion sur son destin, la définition de son projet national, la décision sur la place qu'elle veut occuper dans l'arène mondiale, elle a trop ajourné les réformes que, l'une après l'autre, depuis l'indépendance, les fils les plus éminents de la nation ont réclamées. Presque tous ont été sacrifiés à la mesquinerie et à la cupidité, et il existe aujourd'hui une longue et mélancolique liste de Colombiens lucides et clairvoyants qui rêvaient d'un pays grand et juste, un pays affirmé dans son territoire, respectueux de sa diversité, engagé dans un projet vraiment démocrate, capable d'être digne de leur richesse et de leur singularité, et qui ont payé de leur vie, de leur solitude ou de leur exil d'avoir été fidèles à ses rêves. S'il y a une chose que personne n'ignore, c'est que le pays est entre de très mauvaises mains. Ceux qui se disent représentants de la volonté nationale sont, pour la grande majorité de la population, des gens indignes de confiance, de simples hommes d'affaires, des profiteurs qui ne s'identifient pas au pays et qui ne recherchent pas sa grandeur. Mais ce n'est pas nouveau. Si quelque chose a caractérisé notre société depuis l'époque des indépendances, c'est que la possibilité de rompre avec les vieux schémas coloniaux y a été systématiquement frustrée. La Colombie est restée prostrée dans la vénération d'illustres modèles culturels, a continué à se sentir comme une province marginale de l'histoire, a continué à discriminer ses Indiens et ses Noirs, ayant honte de sa complexité raciale, de sa géographie, de sa nature. Ce n'était pas une simple distraction, c'était le résultat du blocus de ceux qui n'étaient jamais intéressés par la réalisation de ce travail. Dès le début, il y avait ceux qui savaient quels étaient nos devoirs si nous voulions construire un pays modérément juste et empêcher la Colombie de devenir l'incroyable nid d'injustice, d'atrocité et de cynisme qu'elle est devenue. On ne saurait dire que c'est par manque de recul historique que l'on n'a pas réalisé à quel point il est important pour une société de se reconnaître dans son territoire, d'explorer sa nature, de prendre conscience de sa composition sociale et culturelle, et d'élaborer un projet qui, sans les confondre, rassemble ses ressortissants dans des tâches communes, dans une société historiquement solidaire. Je pense toujours à ce que nous n'avons pas fait à temps quand je me souviens de ces beaux vers que Robert Frost a lus en la possession de John Kennedy, où il déclare la clé du destin des États-Unis, comment ce pays qui est historiquement notre contemporain a rempli une tâche que nous n'avons pas encore remplie. Cette terre était à nous. Avant que nous soyons de cette terre, c'était le nôtre depuis plus d'1 siècle. Avant que nous devenions son peuple, c'était la nôtre dans le Massachusetts, en Virginie. Mais nous étions des colons d'Angleterre, possédant des choses qui ne nous possédaient pas encore, possédés de ce que nous ne possédions plus. Quelque chose que nous avons refusé de donner à gaspiller nos forces, jusqu'à ce que nous ayons compris que ce quelque chose, c'était nous-mêmes, que nous ne nous donnions pas au sol dans lequel nous vivions, et à partir de ce moment, c'était notre salut de nous donner. L'histoire de la Colombie est l'histoire d'un report prolongé de la seule aventure digne d'être vécue, celle par laquelle nous, Colombiens, prenons véritablement possession de notre territoire, prenons conscience de notre nature une des plus belles et des plus privilégiées au monde, prendre conscience de la magnifique complexité de notre composition ethnique et culturelle, créer des liens solides qui unissent la population dans une fierté commune et dans un projet commun, et s'engager à être un pays, et non un nid d'exclusions et de discordes ou quelques privilégiés, profondément honteux du pays dont ils tirent leur richesse,
prêchent jour et nuit un petit discours de mépris ou d'indifférence pour le peuple qu'ils n'ont jamais su honorer ni exalter, qui leur a toujours semblé un pays de cafres, un espèce subalterne de barbarie et de laideur. La première trahison de ce rêve national fut perpétrée par les vieux marchands qui, soucieux uniquement de leurs intérêts privés, s'imposèrent au gouvernement de la jeune République pour bloquer toute possibilité d'économie indépendante et laissèrent le pays continuer à n'être qu'un simple producteur de matières premières pour la grande industrie mondiale et consommateur sans restriction de produits manufacturés étrangers. De même que nos sociétés coloniales avaient fourni aux métropoles les richesses avec lesquelles elles avaient construit leurs villes fabuleuses et développé leur révolution industrielle, notre accès à la République ne nous a pas empêchés de continuer à être les figurants survols de ces économies hégémoniques, et il y avait toujours parmi nous des secteurs puissants intéressés à ce que nous ne cessions pas d'être. Cela leur a donné des avantages, il y a toujours eu une aristocratie paroissiale arrogante et fourbe qui a essayé de vivre comme dans la métropole, jouissant de la fierté d'être meilleur que les autres, de ne pas être comme les autres, de ne pas s'identifier au pays nécessaire mais déplorer dans lequel ils ont vécu. Je n'ai jamais cessé de me demander pourquoi ceux qui profitent le plus du pays sont ceux qui en ont le plus honte, et je me souviens avec une profonde perplexité du jour où l'un des fils d'un ancien président de la République m'a avoué que la première chanson en espagnol, je l'avais entendue quand j'avais 20 ans. Là, j'ai compris entre les mains de quel genre de personnes ce pays était depuis des décennies. Les princes de village à vocation vice-roi n'en faisaient le tour que lorsqu'il fallait recourir à la foule infectée pour obtenir ou acheter des voix. Aussi dès le début, malgré le fait qu'il y ait eu très peu de cas de guerre entre nations sur ce continent, une tradition de privilèges a été générée pour l'établissement militaire, car les gouvernements, qui ont presque toujours négligé le sort des foules humbles, avaient besoin bras forts et stables quand il s'agit d'évoquer des rébellions. Et cela est raisonnable à sa manière, car lorsque se construit un régime irresponsable et anti-populaire, la force est absolument nécessaire pour maintenir à tout prix un ordre ou un désordre social que le peuple ne défendrait guère comme le sien. Qui ignore ici que les grandes majorités colombiennes n'ont rien à remercier de l'État tel qu'il est constitué, et que pour cette raison elles ne sont pas aussi disposées que dans d'autres pays à livrer leurs jeunes. Il est triste de se rappeler que pendant longtemps les classes privilégiées, les plus défendues par l'État, ont payé pour libérer leurs enfants du service militaire que les pauvres devaient accomplir irrémédiablement. Et c'est vrai que les jeunes déplorent de devoir se rendre dans une armée dont la fonction principale est d'affronter les leurs. Chaque État doit démontrer sa légitimité, son souci du peuple, pour mériter l'adhésion et la loyauté de son peuple, et c'est un axiome que si le peuple n'est pas patriote, c'est que l'État ne lui donne pas le bon exemple. De grands efforts historiques ont tenté de remplir la tâche impérative d'affirmer une tradition et de construire une patrie. L'une des premières et des plus précieuses fut l'expédition botanique, qui commença à révéler au monde l'exubérance de notre flore tropicale et qui suscita en une génération l'étonnante fierté d'appartenir aux tropiques inexplorés d'Amérique. L'une des conséquences de cette expédition fut le mouvement pour l'indépendance, mais la reconquête a frustré le travail patient de tant d'érudits et d'artistes, et 2 siècles plus tard, l'expédition botanique est toujours une œuvre inachevée. La Colombie possède, comme elle est célèbre, la plus grande diversité d'oiseaux au monde, mais elle ignore tellement ses richesses que le livre le plus complet sur les variétés d'oiseaux colombiens, Birds of Colombia, n'a pas été traduit en espagnol. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la commission chorégraphique a entrepris ces tâches, et pourtant, aujourd'hui encore, la Colombie continue d'être un pays sans projet territorial, sans plan de développement sensé et approprié, sans recensement qui profite de ses ressources. L'État, omnipotent lorsqu'il s'agit d'imposer des impôts et de réprimer les mécontentements, est lui-même impuissant lorsqu'il s'agit d'empêcher les pillages, de modérer les déprédations et de protéger le patrimoine. Et cela parce qu'en réalité ce n'est pas un État qui représente une volonté nationale, et qui peut s'appuyer sur elle pour ses grandes décisions qui exigent, au nom de tous, de mettre un terme à la cupidité de quelques-uns, mais plutôt il représente que des intérêts mesquins et est fait pour les défendre, parfois même farouchement. Il est vrai que les grandes puissances extérieures ont toujours eu intérêt à maintenir notre économie dans des conditions défavorables, ce qui leur permettrait de mener leurs affaires ici dans les meilleures conditions. Pour la grande industrie mondiale, il était prioritaire d'assurer son approvisionnement en matières premières et d'y maintenir une classe privilégiée en mesure de consommer les produits importés. L'une des vérités que je ne pourrais pas expliquer clairement à mon ami, c'est pourquoi et comment le gouvernement américain a toujours soutenu les partisans colombiens du libre-échange, qui ont ouvert nos frontières à leurs produits, et ont même toujours parrainé l'un des camps de guerre civile qui ont déchiré la Colombie au cours du XXe siècle.
Elle ressentira l'étrangeté que nous, les Colombiens, soyons malheureux, mais elle comprendra difficilement que nous n'avons pas été seuls dans la construction de nos difficultés, que son propre État a souvent participé à la préparation et à la conception de notre chaos actuel. Alors qu'on pensait que l'urgent canal interocéanique d'Amérique centrale passerait par le Nicaragua, les États-Unis ont parrainé l'aventure de William Walker et n'ont pas tardé à reconnaître son incroyable gouvernement de mercenaires. Seul le tollé indigné du continent a empêché le Nicaragua de devenir, par le coup, un État de plus de l'Union nord-américaine, et contraint les États-Unis à revenir sur leur reconnaissance diplomatique hâtive. Il fut bientôt décidé que le canal serait panaméen, et les États-Unis, notre serviable frère aîné continental, qui venait de vivre une guerre gigantesque et terrible pour empêcher la ségrégation dans son territoire sacré, financèrent la ségrégation de Panama et obtinrent en retour la construction et l'administration du canal interocéanique pendant un siècle. Au total, comment reprocher aux autres pays de défendre leurs intérêts et de penser d'abord à leur convenance? C'est ce qu'on appelle pompeusement le marché mondial, un jeu de ruse et de brigandage déguisé par un langage sirupeux, tantôt technique et pragmatique, tantôt grandiloquent et cynique. Ce qui est digne de reproche, c'est qu'il y a des gouvernements nationaux qui, dans ce contexte, travaillent pour favoriser les intérêts des autres et non ceux de leur propre pays. Et depuis les débuts de la République, il y a eu ici ces gouvernements, très respectés et aimés à l'étranger, qui ont livré notre économie aux intérêts des grandes puissances et qui n'ont pas permis l'émergence d'une industrie locale, d'un marché interne et un niveau de vie décent pour la population. Le discours sirupeux a toujours épinglé notre bonheur sur la capacité de concourir librement, ce qui signifiait abandonner notre économie sans protection et sans scrupule aux rigueurs et à la rapacité du marché mondial. Cette brillante invention est appelée ouverture économique depuis l'époque du général Francisco de Paula Santander, membre et promoteur des grandes familles de marchands importateurs de la savane. Les guerres civiles du XXe siècle ont vaincu la pensée libérale, le radicalisme et la tradition éclairée des secteurs démocratiques, et ont finalement imposé un régime clérical aristocratique centralisé dont la Constitution, promulguée en 1886, a gouverné le pays pendant plus de 100 ans. Ce régime a fait de la Colombie l'un des pays les plus conservateurs du continent. Malgré les efforts libéraux de Manuel Murillo Toro, de Tomás Cipriano de Masquerre, de José Hilario López, qui avait décrété la liberté des esclaves en 1854, devant les États-Unis, malgré de grandes luttes démocratiques, la société colombienne s'est refermée sous le pouvoir des propriétaires terriens et du clergé, l'Église et l'État se confondaient dans un amalgame indifférencié et désastreux, l'index catholique interdisait la lecture libre pendant une bonne partie du siècle, l'éducation était gérée par l'Église, et les conquêtes élémentaires de la société libérale comme le mariage civil et le divorce, conquêtes qui tous les pays voisins possèdent depuis plus de 60 ans, sont des réalisations que la société colombienne est parvenue à obtenir à la fin du XXe siècle, se présentant comme l'un des schémas sociaux les plus fermés et les plus sombres d'Occident. Cela a donné lieu à d'énormes images de violence familiale et d'intolérance sociale, à un énorme manque de respect pour les croyances d'autrui et à la tendance persistante à considérer toute dissidence et toute rébellion comme un phénomène religieux. La guerre civile du milieu du siècle, connue sous le nom de la violencia, a été configurée comme une immense guerre religieuse, faite de fanatisme et d'aveuglement brutal, et a atteint des extrêmes aberrants, avec la présence reconnue de l'Église comme l'un de ses principaux instigateurs. Vers 1930, après 50 ans, l'hégémonie conservatrice est affaiblie par la dissidence populaire, les luttes syndicales s'intensifient, il y a des tentatives de rébellion, et enfin le massacre scandaleux des bananeraies précipite le discrédit du régime conservateur. Un secteur du libéralisme dirigé par Alfonso López Pumarejo a tenté une réforme démocratique qui favoriserait l'industrialisation, qui modifierait le régime foncier, qui modifierait les relations entre l'État et l'Église et qui ouvrirait la voie à l'adéquation de la société colombienne à certaines des tendances mondiales du siècle. Ce n'était pas, bien sûr, la réforme structurelle dont le pays avait besoin, ni la vaste prise de conscience de la nécessité d'un ordre différent, ni le grand effort pour dignifier une société mal formée par l'exclusion et la stratification sociale, c'était une réforme modérée, mais naturellement elle a déclenché une contre-réforme immédiate, qui a apporté la violence illibérale dans les champs et a commencé à s'émer les graines de certains maux futurs. Le pays féodal intolérant résista au changement et sa réaction suscita de nouveaux mécontentements.
En réponse à la violence antilibérale, le secteur populaire du libéralisme entreprit une défense des paysans persécutés, qui prit rapidement la forme d'une énorme rébellion populaire sous la direction du caudillo Jorge Eliezer Gaitan. Gaitan a vite compris que la Colombie avait un besoin urgent de réformes sociales majeures, et le projet national qui avait toujours été reporté est devenu son drapeau. Il appartenait au Parti libéral, mais il comprenait que le principal ennemi de la société colombienne était ce bipartisme aristocratique dont les dirigeants formaient en fait un parti unique à deux visages, fait pour piller le pays et en profiter dans le dos de la majorité, et dans ses discours il avançait vers une reformulation de la crise politique comme le conflit entre les majorités humbles et authentiques, et le petit pays des privilèges. Parlant du pays politique et du pays national, insistant sur la manière dont les dirigeants gouvernaient pour une minorité, il remporta un flot électoral inattendu, et du coup l'ancienne classe dirigeante se trouva confrontée à un phénomène d'enthousiasme populaire inconnu en Colombie. La campagne de calomnie et de diffamation déchaînée par la presse grand public n'a pas réussi à affaiblir le mouvement gaitaniste, et l'ancienne caste a compris que, comme l'arc du légendaire roi nordique, la Norvège allait se briser entre leurs mains. La classe dirigeante, dirigée par les patrons politiques et par les grands journaux favorables au pouvoir, ne faisait confiance qu'à l'ignorance et à l'indiscipline des autres gaitanistes, le pays des cafres qu'il avait toujours méprisé. C'est alors que Gaitan a appelé à la marche du silence, pour protester contre la violence dans les champs, et une impressionnante foule gaitanista a submergé Bogota en marchant et en se rassemblant de manière disciplinée et silencieuse. Cette ville a montré qu'elle n'était pas une hydre bruyante, qu'elle pouvait être une force puissante et calme, ce qui a exaspéré les propriétaires du pays. À partir de ce moment, Gaitan était à la tête de la plus grande force populaire de notre histoire et, conformément à l'ordre démocratique, il était le président sûr de la République. Il arriverait au pouvoir non seulement avec un grand soutien populaire, mais aussi avec une énorme clarté sur les réformes dont nous avions besoin et sur le pays que la Colombie devait devenir pour empêcher la perdition de millions d'êtres humains. Gaitan a dû sentir qu'un modèle de développement déshumanisé serait capable de sacrifier les paysans colombiens, qui constituaient la majorité de la population, pour favoriser sans ménagement les desseins aveugles du capitalisme sauvage. En tant que maire de Bogota, il avait fixé la valeur officielle de l'heure de travail dans les lieux publics, pour donner aux travailleurs une idée de leur dignité et de leurs droits. En tant que ministre de l'Éducation, il a tenté en vain d'ouvrir la voie à une réforme radicale de l'éducation qui répondrait aux besoins du pays en pleine croissance. Il est encore possible d'entendre dans ses discours son intérêt à empêcher qu'une économie de privilèges ne précipite la Colombie dans la paupérisation et l'écrasement des plus pauvres. Ses ennemis ont alors compris que la démocratie amènerait Gaitan au pouvoir et lui ont offert leur soutien en échange de ce qu'il accepte leurs conseils, c'est-à-dire partager son triomphe avec eux et leur permettre de l'escorter. Gaitan a refusé et ils ont intensifié leur campagne diffamatoire. Le dernier sursaut de cette opposition enragée a dû armer la main fanatique ou mercenaire qui l'a tué. Ainsi commença la gigantesque contre-révolution, ou anti-révolution, puisqu'elle évoquait quelque chose qui ne s'était pas encore réalisé, qui marqua tragiquement le destin de la Colombie pour les 50 années suivantes. Cette contre-révolution a eu 3 étapes, chacune d'elles pire que la précédente. Le premier fut l'assassinat du caudillo, qui provoqua l'incendie de la capitale. La seconde a été la violence des années 1950, qui a dépeuplé les campagnes colombiennes et provoqué une croissance spectaculaire des villes avec des millions de personnes déplacées jetées dans la misère. Le troisième est le pacte aristocratique du Front National, par lequel les instigateurs de la violence en ont profité et se sont partagé le pouvoir pendant 20 ans, interdisant toute opposition, fermant le chemin de la richesse aux classes moyennes entreprenantes et maintenant les pauvres dans des conditions de extrême impuissance tandis qu'ils augmentaient leurs propres capitaux jusqu'à l'obscène. Le 9 avril 1948 a été la date la plus sombre du siècle pour la Colombie. Non pas parce qu'en lui, comme le prétendent les anciens pouvoirs, la continuité de notre ordre social a été rompue, mais parce que ce jour-là il s'est confirmé de façon dramatique. La structure du mouvement gaitanista, avec son attachement à la figure et à la pensée du leader, a permis le démembrement et la dissolution de cette aventure dans laquelle l'avenir du pays était chiffré. Gaitan était clair sur la nécessité d'un projet national où tout le pays s'intégrerait, une nation de blancs et de métis, de noirs et d'immigrants qui pourrait se réconcilier avec l'esprit des peuples autochtones du territoire, et extraire de cette complexité une façon unique d'être au monde.
Mais cette clarté l'a conduit à affronter naïvement, c'est-à-dire de manière courageuse, sincère et désarmée, cette classe dirigeante qui profitait de la misère nationale et méprisait profondément tout ce qui n'entrait pas dans sa petite orbite de privilèges. Une caste de métis fortunés qui n'avaient jamais cherché à être colombiens, ni à s'identifier à notre géographie, à notre nature, à notre population, qu'il avait continuellement honte, comme ils continuent d'en avoir aujourd'hui, de ce monde si différent du monde européen idolâtré. Une élite déplorable qui a voyagé en Europe et en Amérique du Nord, non pour porter fièrement le message d'un peuple digne de respect et affirmé sur son territoire, mais pour se faire passer pour européens, et chercher par les méthodes les plus serviles à se faire accepter par un monde. Cela ne fait-il pas fi de leurs conditions de rastacuro et de leur manque de caractère? Le discours de Gaétan mérite bien des réflexions. Il est singulier que dans un pays bouffi par la rhétorique de ses grammairiens et universitaires, ce soit un homme d'origine modeste qui ennoblisse le langage politique, qui, faisant preuve d'un grand raffinement syntaxique et d'une clarté de pensée remarquable, a eu un écho chez un peuple prétendument ignorant et sauvage. Nous ne pouvons pas oublier que la grande entreprise de renouveler la langue espagnole et de la transformer en langue américaine avait également été menée par un Indien du Nicaragua, Rubén Darío, et que la grande poésie colombienne de l'époque était écrite par un fils de paysan de Santa Rosa de Osos qui n'avait pratiquement jamais été à l'école. Cela paraît étonnant mais c'est naturel, la langue, comme le sentiment religieux, est fille du peuple, elles en sont les créatrices et les transformatrices, et les académies, comme les ecclésiastiques, ne sont que les administrateurs avides d'un trésor qu'elles ne comprennent pas toujours. Ce qui semblait s'insinuer à l'horizon du gaétanisme, c'était une sorte de révolution nationale, de transformation de l'idéologie qui régnait par le pouvoir des partis dans l'âme du peuple, et la conformation d'une grande frange d'opinion capable de porter non seulement Gaétan à la présidence mais aussi le pays à un nouveau départ. Ce que des pays comme le Mexique avaient partiellement conquis, dont l'identification à eux-mêmes, dont le respect des racines indigènes, dont l'affirmation dans leur propre peuple, dans leur musique, dans leur gastronomie, dans leur habillement, dans leurs traditions, était un exemple pour le continent métis désorienté, et dont la révolution, sans doute pleine d'erreurs et d'événements douloureux et tragiques, n'en avait pas moins conféré un profond sentiment de fierté et de dignité à son peuple. Comme c'est souvent le cas pour les assassinats, le meurtre de Gaétan nous a été présenté comme le crime solitaire d'un fou ou d'un fanatique. Ce que l'on ne peut ignorer, c'est le climat social et politique dans lequel s'est déroulé l'événement, les secteurs visiblement intéressés par la disparition du leader, et ceux qui en profitent. Que la main qui l'a tué soit un fanatique ou un mercenaire, cela ne fait aucune différence, la cause évidente du crime était la campagne de diffamation menée contre lui par la presse grand public, qui le présentait comme un danger pour la société, comme quelqu'un qui venait pour détruire le pays, et le caricatura en sauvage à la tête d'une bande de cannibales. Le crime a produit un soulèvement spontané dans tout le pays fait de frustration et de désespoir, mais incapable de grands objectifs ou même de tracer de nobles tâches immédiates. Entre les incendies, les vols et les ravages, les gens ont compris qu'une fois de plus leurs espoirs étaient morts, et peut-être ont-ils aussi compris que le pouvoir en place ne permettrait jamais une transformation de la société par les voies démocratiques et pacifiques que Gaétan avait choisies. Mais la deuxième phase de cette puissante contre-révolution commença là aussi, car avertis du danger d'un mouvement populaire, les partis politiques traditionnels se lancèrent à la reconquête de leurs hôtes et s'efforcèrent de contrecarrer les effets du discours de Gaétan. Pour ce faire, ils ont radicalisé leur langage partisan, amplifié un enchevêtrement de divergences rhétoriques entre les deux partis, et usant de toutes les ressources et de tous les moyens d'influence, ils ont fanatisé la population paysanne naïve. Peut-être n'avaient-ils pas l'intention de déclencher une vague de violence, mais la manière criminelle et irresponsable dont ils ont attisé les feux de la haine pour fidéliser leurs prosélytes condamne à jamais les dirigeants des deux partis qui ont plongé la Colombie dans la plus sinistre période de son histoire. Des gens humbles qui s'étaient connus toute leur vie, qui avaient grandi ensemble, furent soudain forcés de répondre à de vieilles haines non enterrées, et sans savoir comment, sans savoir pourquoi, sans le moindre bénéfice, ils se laissèrent emporter par l'incroyable pouvoir de la rhétorique factionnelle qui les a bombardés depuis les tribunes, les chaires et les grands médias, et le carnage a commencé. Entre 1945 et 1965, la Colombie connut une véritable orgie de sang qui marqua de manière décourageante son avenir.
Mas asombroso o que quions precipitaron alpe en es horror los mismos que siguen dirigien dolo, aquelos cuyo discurso es el único que impra en la sociedad, aquelos que se resistent a entender que si bien se han enriquecido hasta el indecible, en fracasado ante l'histoire, qu'ils ont eu le pays entre leurs mains pendant plus d'un siècle et que le résultat de leur façon de penser et d'agir est celui-ci que nous avons devant nous. La violence, le chaos, la corruption, l'insécurité, la lâcheté, la misère et la misère de millions d'êtres humains. Heureusement, il n'est plus nécessaire de s'épuiser en arguments pour démontrer l'échec des deux partis et de leurs élites, il suffit de montrer le pays que nous avons. Un jour, avec une triste ironie, l'historien anglais Eric Hobsbawm a écrit que la présence d'hommes armés fait naturellement partie du paysage colombien, comme les collines et les rivières. Il est certainement difficile de trouver des moments dans l'histoire où nos champs n'ont pas été le théâtre d'hommes en armes, et Hobsbawm lui-même a dit que la violence colombienne des années 1950 représentait l'une des plus grandes mobilisations de civils armés dans l'hémisphère occidental dans le XXe siècle. Les hôtes des révolutionnaires mexicains ont visité leur pays en luttant pour la terre et la liberté qu'Emiliano Zapata leur a prêché. Il est triste de voir que les hommes en armes du milieu du siècle en Colombie ne se sont pas battus pour une revendication populaire, mais plutôt incités par des pouvoirs qui les avaient toujours méprisés, et quand ils ont commencé à se battre pour quelque chose qui leur était propre, c'était par esprit de vengeance, pour recueillir les insultes que cette même guerre leur avait faites. Le gouvernement conservateur avait politisé la police, avait sorti la sinistre Chula Vita, pour harceler les libéraux. Ceux-ci réagissent à leur tour en s'armant et commencent à voir un ennemi dans chaque conservateur. La cause en était au pouvoir et dans les prêcheurs de haine, mais très vite chacun eut ses arguments pour continuer les représailles. Pour les chaînes du ressentiment, il suffit de commencer, tout le reste se fera par sa propre impulsion. 10 ans après ses premières hostilités et agressions, la violencia avait déjà fait ses propres monstres, et un climat général de terreur et d'impunité produisait les résultats les plus insensés. Los nombres de Chispes, de Desquite, de Tarzan, del Capitán Veneno, de Sangre Negra, todavía no congelant la sangre, y solo muy recientemente las sierras eléctricas de Trujillo en venido a igualar las cambres de horreur et de dépravation humaine que se viviront en tons en la Colombie. Ils nous ont toujours dit que la violencia des années 50 était une violence entre libéraux et conservateurs. Ce n'est pas vrai. C'était une violence entre les pauvres libéraux et les pauvres conservateurs, tandis que les riches et les puissants des deux partis les poussaient et finançaient leur rancure, montrant des signes d'irresponsabilité sociale infinie. La violencia ne pouvait pas être une initiative populaire, puisqu'elle n'était pas dirigée contre ceux qui ont toujours profité du peuple. C'était plutôt la vieille histoire des pauvres s'entretuant avec le discours du patron sur les lèvres. Une source persistante et vénéneuse de haine coulait de quelque part et alimentait la misère morale du pays. Les dirigeants, ceux qui dictent encore la nuit à l'opinion publique ce qu'elle répondra demain dans les urnes, ont fait semblant de ne pas remarquer quelle était la cause de cette effusion de sang général, et sans cesser de prêcher la haine des Gasses et des Rouges, ils se sont plaints de la sauvagerie du peuple. La vérité est qu'il a suffi à Alberto Leres et Laureano Gómez de s'embrasser et de s'entendre sur l'alliance pour que la vaste violence colombienne cesse d'être un chaos généralisé et se réduise à la persécution finale de gangs d'ignobles assassins. Maintenant, si la violence avait été une guerre, qui l'a gagnée? Apparemment personne. Mais si l'on en juge par la suite du drame, le résultat est incontestable, sur 300 000 paysans morts, le bipartisme a triomphé. Comme il arrive à la fin de toutes les guerres, un pacte a été signé sur les champs encore enfumés de la violence, et ce pacte était le soi-disant Front National, par lequel les deux partis irréconciliables sont devenus un avec deux couleurs et la même idéologie. Et pouvoir partagé pendant 20 ans. Au nom du bipartisme, le peuple s'était fait la guerre, désormais, les représentants de l'ancienne classe dirigeante qui avait été le principal instigateur de la violence allaient se succéder au pouvoir. Ainsi s'accomplit la troisième phase de cette implacable contre-révolution. Le libéralisme et le conservatisme n'auraient aucun problème à partager le pouvoir, et les réformes que Gaétan avait promises pourraient être reportées jusqu'à la fin du monde. Après une guerre et 300 000 morts, la Colombie devait continuer à être le pays inauthentique, mesquin, antipopulaire et exclusif qu'elle était il y a 20 ans, et la classe dirigeante menacée par le gaétanisme était sauvée. Le pays qui a émergé de cette catastrophe n'était cependant pas le même. Des millions de paysans expulsés par la violence sont arrivés dans les villes cherchant à échapper à la terreur et à la ruine.
Ce que Gaétan avait tenté d'empêcher s'accomplissait face à l'indifférence des puissants et à la froideur des savants. L'image de la propriété foncière avait changé, les propriétaires terriens avaient pêché dans une rivière agitée, les taux de population urbaine et paysanne s'étaient inversés, les villes se développaient de manière incontrôlable, la Colombie avait beaucoup moins de propriétaires qu'auparavant et un avenir sombre pour la misère et le chômage planait sur les nouvelles foules urbaines. Dans ce scénario, le Front National a montré au pays ses innovations. Comme si le danger pour la Colombie n'était pas les partis traditionnels qui l'avaient saigné à blanc, et brandissant ouvertement la menace d'un éventuel retour à la violence que seule pouvait provoquer, elle répartit le pouvoir entre libéraux et conservateurs et interdit toute opposition politique dans le cadre légal. Elle a confirmé l'État, comme on pouvait s'y attendre, comme instrument de garantie des privilèges. Il ne permettait l'initiative économique que dans la sphère des classes, des familles et des entreprises traditionnellement liées au pouvoir, et fermait les possibilités d'accès à la richesse aux classes moyennes entreprenantes, persistant dans la politique de refus de crédit et de capitalisation aux classes supérieures humbles. Enfin, elle n'a pas pu garantir des sources de travail aux multitudes qui continuaient d'affluer dans les grands centres urbains, elle a fermé aux pauvres la possibilité d'accéder à des conditions minimales de vie et à des conditions minimales de dignité, elle a permis la croissance et la prolifération de ceintures de misère autour des villes, et persistait dans la vieille attitude majestueuse de ne pas considérer que l'État avait des devoirs envers les pauvres, de sorte qu'il lui suffisait de stimuler des campagnes de charité privée. Personne ne pouvait se rendre compte alors que dans la montée de campagne comme El Mituto de Dios, les fermes caritatives et les télétons, avec un affichage et une diffusion énormes, ce qui était caché était l'incapacité ou l'indifférence de l'État à remplir ses devoirs sociaux prioritaires, et ses habitudes croissantes de laisser non pas la solution entre les mains des individus, mais l'effort d'atténuer les drames de la pauvreté et du désordre social. Tout ce que nous sommes socialement depuis lors est le résultat du Front National. Les secteurs sensibles le déploraient à l'époque comme une grande défaite. Un secteur du libéralisme, le MRL, le combattit vigoureusement, tout comme le mouvement littéraire des nadaïstes. Il y a des pages mémorables de Gonzalo Arengo dans lesquelles il dit que le nadaïsme existait parce que Gaétan était mort, qu'un mouvement rebelle et excentrique comme le nadaïsme avait été nécessaire parce que l'espoir d'un peuple avait été détruit, et que si Gaétan avait triomphé, les nadaïstes ont été des jeunes gens normaux qui se sont engagés à bâtir un grand pays à leur côté. Mais à l'époque, les Colombiens ne se rendaient pas compte du mal terrible que représentait pour la Colombie le pacte aristocratique, par lequel le droit populaire à s'exprimer politiquement était officiellement enterré. Or il nous semble invraisemblable que l'on puisse parler de démocratie alors que l'existence de partis politiques autres que les partis officiels était expressément interdite. Alors que le pays était condamné à un bipartisme lui aussi purement apparent, puisque pendant longtemps les mots libéral et conservateur avaient perdu tout contenu programmatique en Colombie, toute trace d'une pensée ou d'une idée, et s'étaient dégradés jusqu'à ce qu'il n'ait plus que deux manières héréditaires de haïr son prochain. Après la révolution cubaine, la politique continentale a exigé que les armées d'Amérique latine changent leurs priorités, passant de la défense des frontières à ce qu'elle appelait la sécurité intérieure. Ainsi, l'un des phénomènes les plus aberrants du siècle s'est institutionnalisé. Alors que nos pays avaient besoin d'accéder à une véritable démocratie et de mûrir politiquement, une théorie perverse selon laquelle les latino-américains n'étaient pas mûrs pour la démocratie, appuyée coupablement par les gouvernements nord-américains, a permis à l'Amérique latine de vivre l'une de ses périodes les plus sombres. Une progression de dictature militaire anti-populaire a ouvert la voie pour garantir l'application des politiques économiques sur le continent et faire taire les revendications de justice sociale et de libre exercice de l'opposition, sans lesquelles la démocratie est inconcevable. Fait intéressant, la Colombie avait connu le phénomène d'une dictature militaire presque accidentelle qui, imposée au milieu des années 1950 par une coalition de partis traditionnels comme une sorte de répétition de ce que deviendrait le Front National, s'est peu à peu éloignée de sa vocation initiale lorsque le dictateur, le général Gustavo Roja Pinilla, a compris que l'État, créé pour défendre certains privilèges depuis le début, pouvait servir à d'autres fins. Il y a eu un curieux amalgame d'associations caritatives pour le peuple et d'utilisation du pouvoir à son profit qui, bien sûr, a provoqué une réaction rapide de la classe politique qui avait inspiré l'expérience. Il convient de rappeler que les principaux travaux de modernisation que la Colombie a entrepris au milieu du siècle ont été le résultat de ce schéma presque involontaire de la petite domination des élites, et que dans une atmosphère si raréfiée par l'égoïsme des puissants, pas même l'armée était un allié sûr.
À tel point que le général a dérapé, que 10 ans plus tard il a été le protagoniste d'une aventure électorale qui a mis en danger la domination bipartite, et contraint le gouvernement démocratique du Front National à modifier les résultats électoraux à la dernière minute, avec des chiffres arrivés de provinces éloignées. Toujours à l'époque de Gaétan, s'était produit le phénomène dans lequel la police, composée de citadins, finissait par devenir des gaétanistas, au grand désarroi des détenteurs du pouvoir. Ces expériences ont suscité une grande méfiance des puissants dans l'initiative de leurs forces armées, et avec une grande intelligence ils ont essayé de faire en sorte que les chefs militaires amassent de grandes fortunes, gèrent des budgets énormes, aient le contrôle des citoyens et même de la justice, et jouissent d'un privilège, mais la barre de l'État ne s'en est pas lâchée, pas même à l'époque où la Colombie était l'un des rares bateaux à apparence démocratique dans un océan de sabre. Ces 20 années de Front National ont apporté certains des plus grands maux de la société colombienne actuelle, maux qui se sont ajoutés aux nombreux que nous avons déjà traînés depuis les jours anciens, pour former l'image d'impuissance et de désespoir que nous avons maintenant sous les yeux. Comme toute opposition légale était interdite, ce qui ne peut se produire que dans les dictatures les plus stériles, l'opposition illégale a émergé et s'est renforcée, l'opposition armée, qui est devenue propriétaire de la moitié du pays. Pendant longtemps, les idéologues du pouvoir ont expliqué l'existence de la guérilla comme un produit de l'infiltration d'idéologies étrangères, en particulier le mouvement communiste international. Ils l'ont expliqué ainsi tout en sachant qu'en Colombie, comme l'a dit Rabsbaum, il y a toujours eu des hommes en armes dans les champs et la pratique de la rébellion ciblée à petite échelle et du banditisme rural est une tradition. Mais beaucoup de guérillas colombiennes n'étaient pas strictement communistes, ou ne portaient ces vêtements que pendant le boom mondial de cette idéologie, et d'autre part nous avons tout pu vérifier que le silence du discours castriste et la chute écrasante de l'Union soviétique et l'incorporation progressive de la Chine dans l'économie de marché non seulement n'a pas précipité la fin de la guérilla colombienne, mais a été simultanée avec sa montée inhabituelle sur notre territoire. Malgré son banditisme et son manque de communication avec la société, la guérilla n'est pas une affaire policière, ce n'est pas un problème militaire mais un problème politique et pour cette raison il est évident que plus elle est combattue et plus investir de l'argent dans les ressources militaires contre elle, plus elle devient forte. Qui ignore que la campagne colombienne est ruinée? Que le pays n'offre aucune alternative, aucun avenir aux habitants des campagnes? Avec quel visage cet État vient-il nous dire que les paysans n'ont aucune raison de se révolter, alors que même les professionnels en Colombie doivent se mêler des chauffeurs de taxi, et que toute réclamation, aussi juste soit-elle, est interdite dans la pratique? Interdisons en France les revendications de citoyenneté, le droit à l'indignation et le droit souverain des ouvriers français de secouer leurs institutions, et ils feront non seulement des guérillas mais encore une révolution égorgeuse, car en France ils savent qu'être un citoyen c'est fondamentalement ne laisser personne vous piétiner, surtout si c'est quelqu'un qui paie votre salaire. Je soutiens que c'est l'État colombien dominant, avec son inefficacité et son irrespect des revendications des citoyens, qui oblige les paysans à rejoindre ces mouvements armés qui n'ont pas d'avenir, mais qui ont au moins un présent. Le Front National a également fermé l'accès à la richesse aux classes moyennes entreprenantes, et celles-ci ont ainsi été poussées vers des activités illicites telles que la contrebande et le trafic de drogue, car si une société nie les possibilités légales dans le cadre de la démocratie économique, ceux qui aspirent à la richesse ne avoir le chemin de l'illégalité. Un certain roi babylonien, dans un récit de Voltaire, consulte désespérément l'oracle parce que sa fille la princesse s'est enfuie avec un vagabond, et l'oracle lui répond par ces mots, « Quand on n'épouse pas les filles, votre majesté, les filles se marient seules. » C'est ce qui s'est passé en Colombie depuis le début des années 1970. La vieille idéologie majestueuse avait imposé ici la logique absurde que toute concession aux pauvres est un scandale. Pour être riche, la seule condition était d'avoir eu la précaution de l'être dès le berceau, et tout le reste n'était qu'une prétention absurde et ridicule. C'est encore plus étrange si l'on considère que notre classe dirigeante, par une ruse périlleuse, a abandonné la vieille théorie médiévale de la noblesse de sang et a fait semblant d'adopter les principes de la démocratie libérale due à la Révolution française. Tout cela était très bien vu dans la lettre, mais que les serviteurs n'ont pas cherché à aller trop loin, ni tenter des scènes embarrassantes. Il est très difficile de maintenir une société majestueuse, raciste, exclusive et mesquine, dans laquelle des termes tels que bonne personne, gens de bonne famille survivent, et en même temps la vernisse d'un discours libéral auréolé de l'affirmation que tous sont égaux devant la loi et vivent sous la règle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les gens finiront par croire qu'ils ont vraiment des droits et pourront même essayer de les faire valoir.
Et cela est aggravé si le modèle économique expose les gens au discours de la métropole, car petit à petit ils commenceront à s'apercevoir que le modèle qu'on leur prêche ressemble peu à celui qu'on leur propose. Au nord, les États-Unis, avec son respect du citoyen, son égalité des droits, ses salaires décents, ses possibilités d'emploi et de consommation, et nous vivions ici dans une société de consommation folle dans laquelle même les classes moyennes devaient y penser à plusieurs reprises pour acheter ce qu'elles voyaient dans les vitrines. Vous pouvez jouer ainsi avec les gens, mais pas avec tout. Tôt ou tard, quelqu'un aura l'impression d'être trompé dans le jeu et découvrira qu'il peut aussi tricher. On sait déjà que la seule pédagogie est la pédagogie de l'exemple, et un État ne peut exiger que la loi soit respectée s'il ne la respecte pas lui-même. Gouverner sur la base de quelques privilégiés, piller le trésor public, abuser de l'autorité, est une violation grave de la loi, et peut générer dans la conscience de certains le sentiment que si ceux qui sont chargés de l'appliquer violent la loi, il ne peut être si grave que des particuliers la violent. Mais il se trouve aussi que le discours public de la société industrielle, c'est-à-dire la publicité, proclame sur tous les tons possibles que la seule condition digne d'admiration et de respect est la richesse. Les messages des voitures et des parfums et des cigarettes et des cartes de crédit présentent cette vulgarité raffinée comme la condition nécessaire de tout succès et de tout bonheur. Et le pauvre spectateur découvre qu'on lui vend le supplice de Tantale, que, désireuse d'être riche pour obéir aux ordres mélodieux des médias et de mériter le respect de sa condition humaine, la société ne le permet pas car elle s'organise pour empêcher toute promotion, pérenniser les riches dans leur richesse et laisser mourir les pauvres aux portes des hôpitaux. Et il découvre aussi que les seuls dans le vaste monde qui semblent avoir l'obligation de se montrer exemplaires et vertueux sont ceux qui sont condamnés à vivre dans les fonds de cale, à subir comme de bons pauvres les labyrinthes de la bureaucratie et les talons de la loi sur la nuque. Il ne me semble vraiment pas étrange que dans une telle situation, un homme soit victime de mauvaises pensées et se mette à fantasmer sur des fortunes moins vertueuses mais plus possibles. Si l'État n'offre pas de garantie aux citoyens, comment peut-il lui reprocher de recourir à des méthodes irrégulières pour garantir sa subsistance? Le Front National a exclu les humbles, et nous avons vu la misère matérielle et morale du pays devenir colossale. Quand l'État s'efforce de faire des choses au profit des pauvres, il fait tout de façon mendiante et extérieure, parce que les pauvres ne sont pas représentés dans l'État, et l'État essaie mal d'atténuer les conditions de pauvreté, mais ce n'est pas une instance engagée avec de vraies solutions pour cette population. Et ce n'est pas une minorité significative, c'est, selon les chiffres, la moitié de la population nationale. On se demande, dans quelle fonction l'État gouverne-t-il si sa première priorité n'est pas le problème de la pauvreté, par lequel toute la société a été précipitée dans le chaos. De cette masse gigantesque d'êtres humains exilés, exclus, de cette infrahumanité, beaucoup ont été contraints au crime. Aujourd'hui, la principale source de criminalité dans la société colombienne est la criminalité de droit commun, non pas le crime de guérilla ou le crime de trafic de drogue, mais le crime de droit commun, fille de l'ignorance, du ressentiment, de la pauvreté, de conditions de vie inhumaines et, bien sûr, renforcées et perpétuées par l'impunité. Même sans apporter les changements dont la Colombie a besoin de toute urgence pour devenir le pays digne que nous voulons, même sans cette grande révolution de la dignité, contre la misère et contre l'exclusion, ce serait un progrès si l'État guérissait les 3 blessures très graves qui ont infligé à la société avec le schéma du Front National. L'interdiction d'une opposition légale, le manque de démocratie économique, le manque d'engagement réel envers les classes les plus pauvres. Seule une opposition légale réellement active et efficace peut rendre inutile et injustifiée l'opposition armée nuisible, avec sa capacité d'extorsion et de terrorisme. Seul l'accès à l'initiative économique et à la promotion sociale peut permettre de surmonter la terrible situation des classes moyennes, contraintes jour après jour de persister dans l'accumulation difficile de richesses illégales. Seule une politique orientée vers la capitalisation des pauvres, pour leur garantir des conditions de dignité et un niveau de vie décent, seul leur accès à un rapport vivant avec la langue et la culture, peut réduire considérablement les niveaux de criminalité et de délinquance commune en Colombie. La guérilla, le trafic de drogue et la criminalité de droit commun ne peuvent être évités par de simples solutions policières, leur disparition ne dépend pas d'une politique de guerre coûteuse. La guerre peut servir à justifier des budgets gigantesques, mais pas à réaliser la réconciliation ou le dépassement effectif de ces conflits. Le cas de la société colombienne au cours des 50 dernières années est le cas d'un État criminel qui a criminalisé le pays.
car la principale conséquence du Front National est qu'ayant aboli toute opposition, toute surveillance citoyenne, l'État est devenu un nid de corruption, un repère d'appétit sans contrôle entre deux partis complices qui n'admettaient aucun contrôle. Fait intéressant, par un chemin très différent, le Mexique est arrivé à une situation similaire. De même que là l'existence d'un parti unique, sans opposition possible, corrompait l'État jusqu'à en faire un nid de bureaucrates sans tripes et ambitieux sans scrupules, de même notre dictature d'un parti unique, à deux têtes et à deux couleurs, tournait l'État en une masse efficace de corruption, continuellement aux prises avec lui-même, pour laquelle aucun budget ne suffit, où chaque petit fonctionnaire manipule la loi à sa guise en toute impunité, et où un vaste réseau de compadres d'amis parasites le chaos et il comprime tout le monde qui tombe entre ses mains. Des sphères les plus élevées aux sphères les plus basses, le trafic d'influence est la norme. Or, cette longue liste de causes peut-elle expliquer pourquoi notre société est incapable de réagir et de changer une situation devenue intolérable? Être maltraité n'est pas un mérite, disait Bernard Shaw à un visiteur qui énumérait ces mots. J'ai évoqué les précédents de notre situation, mais le but de ces pages est de penser à l'avenir et d'oser réfléchir à la nouvelle République, comme l'appelait Gaétan, que nous avons le devoir de construire. Une république capable de surmonter une longue histoire de négligence et de criminalité, capable d'offrir au monde quelque chose de mieux qu'un mémorial récurrent des torts. Le projet national, tant de fois reporté, doit renaître, jusqu'à ce que la raison et la noblesse de cœur l'emportent dans le même scénario où persistent aujourd'hui les négateurs du pays et les destructeurs de son espoir. Chaque souvenir est triste et chaque sentiment est heureux, a déclaré Novalis. Le devoir le plus immédiat de la Colombie est d'anticiper cet avenir et de le saisir avec passion et conviction. Les anciennes castes dirigeantes se sont démunies, se sont rendues indignes de respect et je ne pense pas qu'elles méritent une place dans l'histoire. Il est temps pour nous de nous demander quelle est notre place, quel est notre rôle et notre destinée. Pendant tout ce temps, on a vu grandir la passivité, l'indifférence et la peur des citoyens. Mais au cours des 50 dernières années, il y a eu aussi de grands processus d'initiative sociale, de lutte pour les droits de la communauté, des expressions fières et dignes. Qu'est-il arrivé au mouvement syndical colombien? Que sont devenues les revendications courageuses des paysans? Que sont devenues les manifestations étudiantes? Il frémit de penser que si dans tout pays démocratique le droit de protester, l'indignation et la résistance à l'oppression sont des piliers de la vie sociale, ici toute indignation populaire est la cause de persécutions féroces. L'accès légal à la richesse est empêché dans la pratique, tout enrichissement est illicite, de même que toute résistance et toute revendication sont automatiquement illégales. Nous parlons de temps ignobles. C'est une chose de descendre dans la rue, comme en France, en sachant que l'État respecte la population et est responsable de sa légitimité, en sachant que si la force officielle était utilisée illégalement contre le peuple, elle serait sévèrement sanctionnée, c'en est une autre de prendre dans les rues pour exiger sachant qu'après les marches pacifiques, lorsque les manifestants dispersés rentrent seuls chez eux, il y a des disparitions silencieuses et des exécutions anonymes. Un peuple incapable d'affronter le mal mérite sa prostration et son angoisse. Mais quand on se demande où sont ceux qui ont protesté, ceux qui se sont révoltés, ceux qui ont exigé, ceux qui se croyaient en droit d'exiger un pays plus juste, plus respectueux, la pensée s'assombrit. Les héros sont dans les cimetières, nous dit une voix à notre oreille. Et puis on se souvient de cette pièce de théâtre où un personnage s'exclame « Malheureux est le pays qui n'a pas de héros » et un autre répond « Non, malheureux est le pays qui en a besoin ». La Colombie a déjà eu de nombreux héros, mais le plus triste est qu'elle en a besoin, car l'injustice est évidente, le contraste monstrueux entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui n'ont rien est évident, la corruption et le crime sont évidents, l'incroyable extermination d'un tout parti politique d'opposition, les rues peuplées de sans-abri que des gangs de garçons riches sortent assassiner la nuit, l'abandon des champs étant évident, la faillite d'entreprises nationales au nom de la modernisation, il étant évident que la moitié des pays ne semble pas mériter le respect ou un avenir, le dire est illégal et le combattre peut être mortel. Les détenteurs du pouvoir en Colombie semblent prêts à tout sacrifier pour préserver leurs privilèges. Ils n'ont pas serré la main pour que le vieux pays paysan se déchire dans un conflit qu'il aurait pu prévenir avec un peu de conscience patriotique, de générosité et de prévoyance. La montée des guérillas communistes au début des années 1960 leur fait penser que toute concession signifierait sacrifier leurs richesses, et la guerre à mort contre la gauche révolutionnaire est désormais le seul mot d'ordre des gouvernements et des guides de l'opinion publique.
L'idéologie communiste a fait croire à toute une génération de jeunes qu'il s'agissait de renverser violemment les élites pour transformer la société en dictature à la manière soviétique ou cubaine, et à subordonner les efforts de transformation de la société à la répétition de ces formules avec lesquelles la société russe a passé de l'autocratie tsariste à la dictature étatique de Joseph Staline. Cela a empêché notre pays de suivre le chemin que Gaétan lui avait sagement tracé, la recherche de son propre destin qui consulterait sa nature, sa singularité, sa richesse de nuances et de culture. Les sectes communistes se nourrissaient ici de la vieille tradition scolastique, parasitaire, dépendante, et aussi en cherchant des solutions à son drame, la Colombie persistait dans le culte dogmatique des modèles illustres et des formules d'emprunt. Notre appartenance à l'ordre mental européen est incontestable. Un pays dont la langue est fille du latin et du grec, qui professe depuis des siècles une religion d'origine hébraïque, grecque et romaine, que le modèle démocratique a été proposé en raison de la Révolution française et qu'il se revendique défenseur de la Déclaration des droits de l'homme, une société qui s'est dotée d'institutions suivant le modèle libéral européen ne peut prétendre trouver des solutions en ignorant cette tradition. La démocratie continue d'être une promesse pour nous et nous avons encore besoin en Colombie d'une critique lucide, vigoureuse, implacable des iniquités du pouvoir en place, comme celle entreprise par Voltaire en son temps, et d'une proposition sérieuse de bon sens, de logique, de générosité et valeurs civiles. Ce qu'il faut, c'est comprendre que c'est une chose d'être des enfants de l'Europe et une autre de se confondre avec elle, alors que nous appartenons à un territoire si différent, alors que nous devons un profond respect à nos vieux parents qui ont peuplé ce territoire pendant des siècles et depuis dont nous descendons aussi, quand nous savons que la diversité de notre composition naturelle, ethnique et culturelle est un privilège, et ne permet pas l'imposition arbitraire d'un modèle unique. D'une vérité unique, d'une esthétique unique. Aucun pays ne pourra jamais construire un ordre social juste et équilibré s'il n'est pas capable de se reconnaître et de concevoir son projet économique, politique et culturel à partir de cette prise de conscience de ses possibilités et de ses limites. Une plaisanterie courante dit qu'en Colombie, les riches veulent être anglais, les intellectuels veulent être français, la classe moyenne veut être nord-américaine et les pauvres veulent être mexicains. Après des siècles d'efforts honteux et snobs pour prétendre être ce que nous ne sommes pas, il est urgent de découvrir ce qu'est la Colombie, qu'une pensée surgit parmi nous, une interprétation de nous-mêmes, une alternative d'ordre social, de développement, un rêve qui ressemble à ce que nous sommes. L'ennemi principal de ce rêve est la clameur paradoxale des défenseurs du chaos existant qui cherchent à nier la mare de sang dans laquelle nous vivons et l'échec absolu de ce modèle dans son devoir de fournir, puisque pas le bonheur, pas même la dignité minimale à la population. Ces incompréhensibles qui éditoriaux après éditoriaux nous montrent quatre figures abstraites de la prospérité pour nous montrer que nous vivons au paradis. Qui niera que beaucoup vivent dans des conditions d'opulence difficiles à imaginer. Qui niera que ceux qui s'efforcent de faire taire le mécontentement et l'indignation des Colombiens conscients ont des raisons plus que suffisantes pour défendre ce qui existe. S'il y a quelque chose que nous ne pouvons pas proposer, c'est de convaincre 3 millions de personnes qui vivent magnifiquement que le pays va mal. Des murs fortifiés et des portes à clés électroniques et des armées privées de gardes et de dogs les autorisent presque à dire que c'est un pays sûr. Et nous ne pouvons pas non plus faire accepter aux 5 millions de personnes qui veillent à lutter pour accéder à ce cercle exquis que le modèle social d'exclusion a échoué, bien que les langues du chaos se rapprochent chaque jour. Revenus élevés et lettres de crédit et clubs et centres commerciaux luxueux où l'on peut vivre un temps comme à New York, et où la violence des misérables et la brutalité des mafias n'ont pas encore atteint, garantissent la commodité du modèle. Ils ne se demandent pas pourquoi les gens aisés des autres pays n'ont pas à se contenter de petits ghettos résidentiels et commerciaux mais peuvent se promener dans leurs villes et leurs champs en profitant pleinement du monde. Ils se sont résignés à vivre derrière des murs et sont conscients que quelque chose est pourri dans le monde qu'ils défendent si jalousement. Mais peu à peu le pays est devenu inhospitalier et difficile même pour ceux qui en ont toujours profité, le report des réformes et le renoncement au projet national ont tellement noué à la population que même les détenteurs du pouvoir se plaignent du pays qui l'ont créé. Aujourd'hui, il y a plus de 400 personnes kidnappées sur le territoire, et les présentateurs nous réveillent le matin avec le cauchemar de nous rappeler que nous vivons dans un pays assiégé par la guérilla, les trafiquants de drogue, les paramilitaires, les groupes d'autodéfense, les milices populaires et criminels de droit commun. Les propriétaires du pays doivent s'alarmer de ce qu'ils n'ont pu éviter avec leur pouvoir. Ces millions et millions de pesos qui n'ont jamais pu investir pour éviter les maux de la pauvreté, ils doivent les dépenser en armes pour réprimer les enfants du ressentiment et de la misère.
comme à leur habitude, ils oublient qu'ils ont toujours eu le droit et le pouvoir de faire et de défaire à leur guise et accusent le peuple d'être la cause du chaos. On lit dans les grands journaux, dont les efforts persistants pour cacher l'horreur et le renoncement coupable à être la conscience critique de la société ont pendant des décennies été le sédatif de l'opinion publique, que le pays a perdu ses valeurs, que le moral s'est détérioré et les bonnes manières. Mais, comme l'a dit Bernard Shaw, il y a des moments où les gens n'ont pas besoin de plus de morale mais de plus d'argent. Avoir de quoi manger ne garantit pas que quelqu'un se comporte bien, mais ne pas en avoir exige franchement que l'on se comporte mal. Les responsables du drame commencent à exiger que ce soit les victimes qui réparent ce que la cupidité a endommagé, exactement comme maintenant les fabricants d'ordures non biodégradables proposent qu'au lieu d'arrêter la production, les villes organisent périodiquement des campagnes de nettoyage des champs, plages et rivières de la planète. L'ancienne stratégie consiste à privatiser complètement les gains et à socialiser largement les pertes. Parfois, ils admettent que les choses ne vont pas, mais sont immédiatement indignés que quelqu'un essaie de trouver des responsables. Pourquoi chercher un coupable, demande-t-il. Pourquoi ne pas supposer que l'histoire nous a amenés à cela et que maintenant nous devons le résoudre ensemble? La vérité est que la correction des maux nécessite de découvrir où sont les causes, car tout projet historique qui cherche à éradiquer les maux sans en connaître la source est voué à l'échec. Notre modèle mental insensé est en cela un sinistre comique. Le meilleur critique de ce modèle, Stanislaus Uleta, disait qu'il ne faut pas confondre les causes des choses avec les conditions qui les rendent possibles. Par exemple, dit-il, si on dit que quelqu'un s'est suicidé en se jetant du 8e étage et qu'on demande quelle a été la cause de cette mort, on ne répond pas que la loi de la gravité. Eh bien, en Colombie, nous confondons continuellement les causes des choses avec les conditions qui les rendent possibles. Si quelques tueurs à gages tuent quelqu'un à moto, le lendemain, nous interdisons les motos. De la même façon, on confond les causes avec les effets, on croit qu'en altérant les effets on corrige les causes. La criminalité de droit commun généralisée est fille de la misère et de l'exclusion, mais il y a toujours quelqu'un qui s'intéresse à mettre fin à la délinquance sans rien changer à ses conditions d'injustice. Le trafic de drogue est le résultat d'une situation dans laquelle le travail honnête ne permet même pas de survivre, tandis que le travail illégal est payé copieusement par un empire opulent. Il y a toujours quelqu'un qui veut dissiper l'effet sans rien modifier à la cause. La prolifération des vendeurs de rue est le résultat du manque d'alternatives formelles pour survivre. Il y a toujours quelqu'un qui croit que la solution est de les jeter par la police ou de les enfermer dans des sous-sols où ils ne peuvent pas rivaliser. Et la misère mentale de certains est si grave que les gens pensent sérieusement que la cause de la pauvreté est qu'il y a des pauvres, et donc la solution est de les achever, oui, à minuit et dans le noir. Fait intéressant, il y a des coupables là-bas. Ceux qui s'obstinent toute la journée à nier que la responsabilité des maux sociaux puisse être imputée aux privilégiés, les seuls qui aient eu entre les mains la possibilité d'humaniser un peu le modèle, sont toujours prêts à crier que le blâme de la pauvreté est avec les pauvres, le blâme pour le crime incombe aux criminels, et le blâme incombe aux tueurs à gages sur les motos qui les emmènent pour commettre leurs crimes. Et ils n'accepteront jamais que si une société compte 35 millions d'habitants et que toutes ses richesses sont entre les mains de 5, les 30 autres ont été expropriés. D'accord, c'est la vie. Mais si ces 5 qui possèdent tout ne font pas un effort pour garantir que leur société soit minimalement viable pour les autres, et qu'ils s'enferment dans un égoïsme malade et fasciste, de quel droit peuvent-ils protester quand c'est à leur tour d'être expropriés, en l'heure impitoyable des rancuniers et de leurs machettes? Mon humble opinion, mais il y a ceux qui disent que ce n'est pas le cas, et que cette heure terrible est plus proche que beaucoup ne l'imaginent, et que, comme dirait Shakespeare, l'égoïsme est en train d'aiguiser un couteau destiné à son propre cou. Le mal marche, personne ne fait rien pour l'arrêter, la Colombie a plus de crimes chaque année que la précédente, plus d'enlèvements, plus d'extorsion, plus de corruption, plus d'inégalités, et les voix officielles semblent convenir que, si quelqu'un est mécontent, bien prendre soin de réparer les choses. Peut-être qu'ils ont raison. Le temps est peut-être venu pour les communautés, et non pour ceux qui causent le mal, de s'atteler à le résoudre. Le moment est peut-être même venu où, malgré ces longues et nécessaires analyses des causes de notre crise, la société doit assumer la responsabilité de ce qui se passe et entreprendre la tâche de le changer. Jusqu'à présent, l'acceptation de l'existence d'une classe dirigeante, consciente des orientations de la nation, capable de concevoir des politiques économiques, des modèles de développement, des plans culturels, a permis à la société de s'endormir dans l'indifférence ou d'assumer le rôle tout aussi pitoyable de revendiquer des solutions ou recevoir l'aumône.
Mais une fois démontré l'échec catastrophique de ces élites, de leurs partis et de leurs discours, la société ne devrait-elle pas supposer que son devoir est d'apporter des solutions au lieu de les exiger ou de les implorer? Chaque citoyen doit pouvoir se dire, ce que je ne résous pas, je n'ai pas le droit d'attendre que quelqu'un d'autre le résolve à ma place. Et par conséquent supposer que la simple revendication et la simple demande sont des manières d'être au monde aussi soumises que l'indifférence ou le lâche-silence? N'est-il pas temps de ne rien demander ou de ne rien attendre, de construire un autre modèle? La proposition de désobéissance civile que Thoreau a raisonnée il y a un siècle et demi ne commence-t-elle pas à avoir son sens et sa fonction? Cela signifie-t-il laisser l'État entre les mains de politiciens corrompus, l'économie entre les mains du marché mondial, les rues entre les mains de la pègre? Compte tenu de cela, il existe plusieurs alternatives. Soit on accepte l'État, croit en sa légitimité, et dans cette mesure lui fait confiance, respecte ses règles, participe aux élections, maintient ses points de vue dans ce cadre et se bat pour les imposer, soit on n'accepte pas la légitimité de l'État, on s'organise en dehors de lui ou contre lui, et on se bat pour l'établissement d'un État dans lequel on puisse croire et avoir confiance, ou bien on ne croit à la validité d'aucun État, et on s'organise pour survivre dans la jungle du monde, sans assumer un contrat social et des règles de coexistence. Je ne crois sincèrement pas que la société colombienne puisse survivre dans sa diversité et sa complexité, avec des attentes de vie dignes, dans le cadre de l'État actuel, avec ses présupposés mesquins, sa masse bureaucratique, son légalisme irresponsable et sa corruption, et en même temps, je ne crois pas qu'on puisse renoncer à l'existence d'un État qui régule à minima la coexistence sociale et garantisse les conditions de l'initiative privée, la régulation économique, l'application de la loi, la primauté de l'intérêt commun sur les intérêts privés, la protection du domaine inviolable de la liberté individuelle. Qu'est-ce qui fait que notre société ne réagit pas? Peut-être la même chose qui a poussé deux hommes de la ville à lever leur hache contre Raphaël Yorobi, qu'un homme de la ville a assassiné Georges Eliezer Guettan, que pendant la violencia les pauvres du Parti bleu étaient ennemis des pauvres du Parti rouge et leur tranchaient la gorge à cause de la couleur de l'écharpe. Ce qui nous paralyse, c'est que dans notre société, une seule langue a toujours prévalu, celle que Guettan a essayé d'éradiquer de l'âme du peuple, ce discours exclusif et majestueux qui répète que quelques-uns sont les propriétaires légitimes et les porte-paroles du pays, et que tous les autres sont la populace insignifiante, la populace. C'est le discours dissociatif qui exclut tout ce qui ne fait pas partie du cercle des privilèges. Le discours économique qui prétend que la situation du pays se mesure par les chiffres de l'inflation, de la croissance économique, du produit intérieur brut ou du taux de change, et non par les véritables conditions de vie d'individus spécifiques. Le discours qui continue de soutenir, comme durant les 2 siècles précédents, que les seuls modèles valables sont ceux que nous dictent les métropoles, et que nous n'avons pas le droit de proposer des alternatives, car notre devoir est d'être des répliques dociles de ce que d'autres inventent. Ce discours a remplacé la réalité de la faim et du sang par un éventail de chiffres, de sondages et de moyennes. Ce discours se proclame heureux car cette fin d'année il y a eu 297 crimes et non 302 comme l'année dernière. Ce discours nous répète sans cesse que nous vivons dans le meilleur des mondes, que la Colombie est l'une des démocraties les plus parfaites qui soient. Certains journaux sont conçus pour nous faire sentir que tout va bien, que l'économie va bien, que la croissance économique a été considérable, que les autorités rapportent la normalité, que la Colombie est un pays d'être dévoué mais heureux, qu'ils font face à une adversité inexplicable, avec optimisme et foi en l'avenir, et qu'en réalité nos problèmes consistent dans le fait qu'il y a quelques bandits avec lesquels la police va s'occuper. Il est considéré comme alarmiste de dire qu'à Bogota, les gens ont peur de monter dans les bus face à la possibilité d'un vol, que personne ne veut sortir dans la rue la nuit parce que les citoyens ont perdu le droit aux espaces publics, qu'ayant une voiture est aussi dangereuse que marcher dans les ruelles, qu'on entend tous les jours des histoires de familles qui ont été pillées et bâillonnées par la pègre dans des conditions extrêmes d'impunité, qu'il y a des gens qui travaillent en horaire décalé au SMIC, qu'il y a des départementales capitales sans eau potable, que personne ne se sent interpellé par un projet de société, que les jeunes sont ébahis de profiter du présent sans se poser de questions et sans réfléchir car personne ne croit en l'avenir, à part 4 messieurs de l'industrie et leurs porte-parole dans les médias.
Ceux-ci doivent s'efforcer de combiner des informations objectives, souvent grinçantes, avec des émissions divertissantes qui atténuent l'effet dévastateur du pays réel qui nous entoure et pour lequel personne ne semble avoir de solution, et nous en sommes arrivés au point où voir des choses alarmantes est du pessimisme. L'optimisme consiste à dire par nécessité que tout va bien et ira mieux, et évoquer les mots est devenu plus condamnable que les mots eux-mêmes. Il est urgent de dire adieu en Colombie au double parti libéral-conservateur, dont les deux têtes sont toujours en désaccord sur les menus détails de la répartition et toujours d'accord sur la logique générale d'ambition et de pillage. Après avoir ruiné le pays, ils continuent de mélanger les noms des médiocrités qui nous gouverneront au siècle prochain. Ils n'ont pas construit une nation, une industrie, une culture, un art, une science, une philosophie, même les beaux exemples de leur architecture, ils les ont eux-mêmes démolis par cupidité, pour vendre les lots aux plus offrants, ils ont gaspillé leur moment historique dans des simulacres stériles et ont méprisé tout ce que la Colombie avait de grand à offrir au monde. Ils ont fait de nous un pays subordonné pauvre d'éleveurs et d'imitateurs, mais quelque chose de profond et de sacré a empêché ce processus d'être complet, peut-être ce territoire dont la richesse naturelle continue d'émerveiller les visiteurs, cette authentique richesse culturelle créole qui devient de plus en plus importante et de plus en plus vigoureuse. Nous devons extraire notre poésie du futur, mais sans oublier que, comme le dit Garcia Marquez, et comme le pensait Gaétan, on n'est pas d'où viennent les modes, mais où les tombes sont plantées. Ces générations colombiennes qui en ont fait une terre métisse et mulâtre, une terre créole, où il faut trouver notre façon d'être, le visage de la Colombie que le monde apprendra à respecter et à aimer. Mais ce nouveau pays n'est pas un simple rêve projeté dans un futur insaisissable, mais plutôt une réalité qui s'est construite pendant des années et des années. Cette nouvelle république est vivante dans des milliers et des milliers d'efforts qui interprètent le pays d'une autre manière, qui ouvrent des voies d'expression à l'immense bande de Colombiens exclus par la misère morale des classes dirigeantes. Aucun des grands rêves patriotiques, aucune des composantes du projet national anticipé ne pourra être oublié par le nouveau pays qui naît sur les ruines du bipartisme factieux et de son état délinquant. Les voilà, vivantes, 60 nations indigènes avec leur mythologie, leur langue, leur philosophie transcendantale de respect de la nature et d'harmonie avec l'univers naturel, avec leur musique, leur danse, leurs vêtements, leurs parures, leurs rituels, leur sagesse ancestrale, sa médecine et sa magie, ses arts et son artisanat. Il y a l'admirable épopée de Don Juan de Castellanos, qui a méticuleusement raconté le processus de la conquête de la Nouvelle-Grenade, un ouvrage plein d'informations sur nos anciens de différentes races et cultures, l'une des rares œuvres poétiques de notre tradition qui nomme le territoire avec admiration et révérence, l'une des rares dans lesquelles existent des peuples autochtones, avec leur complexité, leur violence et leur héroïsme. Il y a l'exemple provoquant de l'expédition botanique, la mémoire de ses naturalistes et de ses peintres, ainsi qu'une partie mémorable de l'expédition d'Aimé Bonpland et d'Alexander von Humboldt. Il y a l'exemple de héros comme José María Carbonell, qui croyaient vraiment à la possibilité d'une autonomie politique et d'une indépendance spirituelle face au pouvoir oppressif des métropoles. Il y a les exemples de José Hilario López, Tomás Cipriano de Masquer et de tous ceux, dont beaucoup appartiennent aux classes dirigeantes traditionnelles, qui ont cru au pays et ont recherché sa grandeur avec un véritable amour pour le territoire et un véritable respect pour son peuple. Il y a l'exemple de la commission chorographique, le double voyage physique et littéraire de George Isaacs découvrant la richesse et la beauté des tropiques américains, la pensée de Raphaël Yurubi et les voyages exploratoires de Rafael Rey. Il y a la surprenante aventure linguistique de Rufino José Cuervo et le remarquable travail critique de Baldomero Sanincano. Il y a la saga fondatrice du peuple d'Antioquia, la saga des chemins de fer, le rêve d'une économie nationale qui depuis les années 20 nous a proposé un destin différent, la légendaire aventure de la navigation sur la Magdalena, l'aventure mentale et verbale de José Eustasio Rivera explorant le Casanare et la jungle, et dénonçant l'enfer des plantations de caoutchouc. Il y a l'œuvre de Porfirio Barba Jacob, sa vie de rebelle, d'aventurier, de rêveur et d'homme continental, le respectable projet libéral d'Alfonso López Pumarejo et sa révolution en marche, l'exemple citoyen, l'éloquence mystérieuse et l'idéologie politique lucide du plus grand dirigeant du siècle, Jorge Eliezer Gaitán. Il y a la combativité et l'intégrité de Maria Cano et Ignacio Torres Giroldo, la lutte des martyrs des bananeraies, la bibliothèque Aldana de Daniel Samper Ortega et son généreux projet intellectuel. Il y a l'œuvre lucide, originale, audacieuse et profondément engagée pour le pays, du maître Fernando González.
Il y a l'exemple des grands leaders populaires du MRL, l'exemple d'Alfonso Barberena combattant dans les quartiers pour les foules venues fuyant la violence. Il y a l'œuvre de Gabriel Garcia Marquez, qui a fait entrer la Colombie dans les lettres universelles, et il y a la poésie édénique d'Aurelio Arturo. Il y a les grands mouvements ouvriers des années 60, le mouvement esthétique promu par Marta Traba et le grand effort intellectuel promu par Georges Gaëtan Duran et la revue Mito. Il y a l'exemple généreux de Camilo Torres Restrepo, capable de tout donner pour ses convictions. Il y a le nadaïsme, expression de la révolte juvénile dans une décennie inoubliable, rénovateur du langage littéraire et conscience critique de son temps. Il y a le long et enrichissant effort culturel du magazine Echo pour maintenir vivants les liens entre notre culture et la grande tradition occidentale. Il y a l'effort de Luis Carlos Galán pour rendre digne la politique. Il y a la musique populaire de Carlos Vieco et Tartarin Morera, Guillermo Buitrago et Lacho Bermudez, José Amoral et Georges Villamil, le maestro inspiré José Barro et Carlos Washington Andrade, Crescencio Solcido et les Menestrel Vallenato. Il y a le travail philosophique intense et patient de Danilo Cruz-Vélez, et le génie réflexif et la pédagogie esthétique d'Estanislao Zuleta, qui a ouvert notre réflexion aux horizons de la modernité. Le travail qui a été fait est grand et le travail qui reste à faire est grand, mais il est possible que la Colombie, sans le savoir très bien, sans même se le dire, ait entrepris depuis longtemps la tâche de promouvoir une transformation qui ne peut être frustrée par les balles de la cupidité. Leur majorité ont depuis longtemps renoncé à leur foi dans les dirigeants et les partis, mais des secteurs importants de la population, se séparant du monde arrogant et antinational qui nous gouvernait, se sont consacrés à la tâche fructueuse et durable de se reconnaître dans le pays et de construire un projet qui ne peut être sapé par la diffamation ou le crime. Une conscience différente s'est développée qui ne peut pas être localisée ou réduite au silence, car elle est partout. C'est dans l'œuvre admirable et généreuse de Gerardo Rechel Dolmatov, qui nous a révélé les mondes étonnants de mystère et de sagesse des peuples indigènes que notre culture officielle avait toujours considérés comme sauvages et primitifs. C'est dans le travail persistant d'anthropologues et de sociologues, de biologistes et d'ingénieurs, de médecins et de chercheurs qui, comme les membres de l'ancienne expédition botanique, n'ignorent pas les implications politiques de leurs travaux, n'ignorent pas que leur effort s'inscrit dans le chercher une meilleure destination pour la Colombie. C'est dans le travail grandissant d'écrivains et d'artistes, de philosophes et de psychologues, d'historiens et d'architectes, de scientifiques et de techniciens dont la rébellion silencieuse est dans la volonté de construire un savoir qui nous est dû et qui résout les problèmes de notre réalité. Côte à côte avec le pays des privilèges, avec l'État corrompu et ses politiciens, côte à côte avec la guérilla et la violence d'État, la mafia et la pègre, côte à côte avec la torture et les exécutions sommaires, les massacres politiques et les élections cyniques, cet autre pays qui n'est plus trompé par des puissances économiques égoïstes et leur porte-parole dans les médias s'est multiplié. De ce pays révolté mais responsable et créatif, de ce pays qui n'est pas d'actualité, doit émerger l'avenir que mérite la Colombie. Mais ce pays en formation n'est pas encore intégré dans un projet national. Leurs efforts se sont isolés, et c'est pourquoi la nation où se déroule la rébellion civilisatrice, appelée à changer enfin les protagonistes de l'histoire colombienne, produit encore la sensation de n'être qu'un désastre dilaté dans les films muets. Pourtant, cette pensée plurielle n'a pas été cohérente dans un langage qui nous permet d'entrer dans un dialogue créatif les uns avec les autres. La langue suspecte, factieuse et exclusive qu'on nous a enseignée prévaut toujours, mais chez d'innombrables citoyens existe déjà le germe de cette nouvelle république, unie dans sa complexité ethnique et culturelle, et en même temps respectueuse de ses différences. Dans l'admirable littérature témoignage la plus récente, après 50 ans de silence, des citadins protagonistes d'une formidable histoire ont commencé à reconstruire leur destin à travers un langage vivant et plein de révélations. Au lieu de penser à le dominer et à le gérer, de nombreux Colombiens se questionnent et réfléchissent sur le pays. Après les précieuses journées régionales de la culture, les efforts joyeux des communautés ont permis de sauver un autre appel culturel digne et fructueux, le programme CREA, une expédition pour la culture colombienne, soutenue aveuglément par diverses administrations sans en comprendre pleinement la valeur, et qui est venue à nous surprendre par la richesse, la diversité et la vitalité de notre culture actuelle.
Le nouveau pays grandit grâce au travail des industries régionales et des coopératives, entreprises solidaires, des mouvements écologiques, médias alternatifs, d'événements littéraires, artistiques et musicaux d'importance mondiale réalisés grâce à l'initiative particulière dans plusieurs villes, dans la dignité d'une nouvelle génération de journalistes responsables et courageux, chez les créateurs de musique et de danse qui se sont appuyés sur les sources de leur propre culture pour trouver un langage avec lequel parler originellement au monde, dans le travail de groupes et d'individus engagés dans le pays, qui n'ont pas la moindre envie de se lancer dans la conquête du pouvoir, ou qui, ayant connu les réseaux paralysants de leur énorme labyrinthe kafkaïen, savent déjà combien il est impossible de changer quelque chose dans la brume cauchemar des paragraphes et des défunts. Ce n'est qu'en prenant possession de cette langue, multiple et cohérente, qui donne un nouveau sens à la nation et à son histoire, que nous pourrons constituer un mouvement capable, non de revendiquer ou de demander, mais de provoquer les grands changements sociaux que le pays exige et propose une vie viable dans le domaine des possibles contemporains. Pour mener à bien une révolution qui ne peut être arrêtée et frustrée par les balles, il faut l'union de l'intelligence, de la créativité et de la solidarité de millions d'êtres humains, de ceux qui savent déjà que le pouvoir en place ne cherche qu'un avenir pour cette maigre minorité qui a honte de ses compatriotes et les méprise et les exclut systématiquement. Un pays formidable en ressources et capable de grandes entreprises est en mesure de naître. Il suffit que nous, Colombiens, nous autorisions à prendre conscience de notre force, à être les fiers porte-parole de notre territoire, les défenseurs de notre nature et les enfants perspicaces d'une histoire tombée dans l'oubli. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'atteindre le ciel mais de sortir de l'enfer, un enfer d'intolérance et d'impuissance circonscrit par l'histoire à la ligne de nos frontières. Mais il suffira de faire ce premier pas qui nous éloigne de l'horreur pour qu'il soit possible de rêver du pays que la Colombie, instruite par son histoire, peut devenir. Tôt ou tard, nous devrons penser, non pas à une économie isolée et indépendante, ce qui est impossible, mais à une économie dont la première priorité est le peuple colombien. Je rêve d'un pays physiquement et spirituellement uni aux autres pays d'Amérique du Sud. Qu'un groupe de jeunes Vénézuéliens ou Colombiens puisse prendre le train à Caracas ou Bogota et voyager, s'ils le souhaitent, jusqu'aux confins de Buenos Aires. Dans un monde où des autoroutes sont construites d'île en île, il ne devrait pas être impossible de construire ce chemin d'unité entre nations sûres. Je rêve d'un pays qui, lorsqu'il parle de développement pour tous, et non pas au détriment de la planète mais aussi en pensant au monde que les générations futures habiteront, que lorsqu'il parle d'industrie nationale, il sait se rappeler, comme Gaétan, que les hommes d'affaires, les travailleurs et les consommateurs sont également une industrie. Je rêve d'un pays conscient de ses terres, de ses arbres, de ses mers et de ses créatures, où parler d'économie, c'est parler de comment vit le dernier des enfants de la République. Je rêve d'un pays où il est impossible pour les gens de dormir sous les ponts ou de manger des ordures dans les rues. Je rêve d'un pays dont la monnaie peut être affichée et échangée partout sur la planète. Je rêve d'un pays qui remporte des médailles aux Jeux Olympiques. Je rêve d'un pays de villes belles et dignes, où ceux qui ont plus ressentent la fierté et la tranquillité de savoir que les autres vivent dignement. Je rêve d'un pays intelligent, c'est-à-dire un pays où tout le monde sait qu'on a tout besoin de tout le monde, que la nuit peut nous surprendre n'importe où, que notre voiture peut s'échouer sur de hautes autoroutes solitaires, et c'est pourquoi il est bon que nous nous efforçons de s'aimer l'amitié et non le ressentiment. Je rêve d'un pays où un Indien peut non seulement être un Indien avec fierté, mais aussi surmonter cette époque où il veut être éduqué dans les erreurs de la civilisation européenne. Nous apprenons respectueusement leur profonde connaissance de l'harmonie avec le cosmos et la conservation de la nature. Je rêve d'un pays où tant d'artistes talentueux, de musiciens et de danseurs, d'acteurs et de poètes, de peintres et de conteurs cessent d'être des figures pittoresques et marginales pour devenir les fiers porte-parole d'une nation, créateurs de ses traditions. Tout cela ne demande que la construction passionnée et festive de liens sincères et courageux. Et il y a une question que l'histoire nous pose, maintenant que le rouge et le bleu ne sont plus un chemin, où est la bande jaune? Terminé. Où est la frange jaune? William Aspinall.